Est-ce que vous pourriez vous présenter tout d'abord? Bon, alors, Serge Mikhailov, je suis maintenant en fait chercheur associé à l'IRIS, qui est l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et puis j'enseigne dans différentes universités, facultés, etc. de façon occasionnelle. J'ai enseigné un bon moment à Sciences Po. Avant ça, j'étais le directeur des opérations de l'AFD, et avant cela, j'étais l'un des directeurs opérations de la Banque mondiale à Washington. Vous avez justement sorti récemment un livre dont le titre est Africanistan. C'est un titre qui a eu en réponse beaucoup d'agitation. On vous a qualifié d'afro-pessimiste et il y a eu quelques critiques contre le rapprochement avec l'Afghanistan. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que la plupart des gens qui m'ont reproché de comparer l'Afrique à l'Afghanistan connaissaient l'Afrique, mais n'avaient jamais mis les pieds en Afghanistan, n'avaient pas une idée de ce qui se passait là-bas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans une partie de l'Afrique, je ne dis pas toute l'Afrique, mais dans une région qui est en difficulté, comme la région du Sahel, on retrouve beaucoup des caractéristiques qu'on trouve et qui expliquent le désastre qu'on constate actuellement en Afghanistan. Alors ça va depuis l'impasse démographique, en passant par le désastre environnemental, en passant par un chômage absolument colossal, le fait que les jeunes n'ont aucune perspective d'emploi. Ça passe également par les progrès qui sont faits en matière par le wahhabisme et par un islam radical et qui se substitue à un islam local qui est beaucoup plus tolérant. L'absence de perspective industrielle et puis véritablement le chômage des jeunes qui est absolument un désastre et la misère ambiante dans les campagnes. Donc quand on mélange tous ces facteurs-là, c'est pas la peine de faire des grandes analyses. On voit bien qu'il y a énormément de points de similitude, même si l'histoire, si la culture, si la géographie du Sahel n'a rien à voir avec ce qui se passe en Afghanistan. Mais il y a des bases qui sont objectives, et je crois que vraiment les gens qui me reprochent d'exagérer n'ont pas regardé la façon dont les choses se sont dégradées en Afghanistan, et à quel point... Moi, ce qui m'intéresse dans cette analyse, c'est pas simplement de faire une comparaison gratuite, mais c'est surtout d'en tirer des leçons, parce que qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan depuis 15 ans? C'est l'échec total de l'intervention occidentale, qu'elle soit militaire ou en termes d'aide au développement. Et je dirais, pourquoi est-ce que ça a foiré complètement? Et est-ce qu'il n'y a pas des leçons sur les raisons de cet échec global en Afghanistan qui s'appliquent au Sahel? Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait ce bouquin, c'est qu'on est en train de répéter au Sahel les mêmes bêtises, les mêmes erreurs que celles qui nous ont conduit au désastre en Afghanistan. Donc mon livre est véritablement si vous voulez, un cri d'alarme sur, attention, on a déjà fait assez de bêtises, on peut en tirer des conclusions sur ce qu'il faut faire et ne pas faire au Sahel. Quelles sont justement ces conclusions sur le Sahel? Quelles sont les situations qu'on a reproduites qu'il ne fallait pas? Et quelles sont les solutions qu'on a évitées? Alors la première grande erreur, je pense, c'est qu'en Afghanistan, c'était celle des Américains, c'était de croire que les terroristes, comme ils les appelaient, je dirais, il suffisait de les tuer et qu'après ça, on serait débarrassé. Donc ils ont eu une approche essentiellement militaire dans laquelle ils se focalisaient sur tous les groupes ex-rebelles, talibans et autres, avec l'idée de les liquider, et quand on les aura liquidés, ce sera terminé. Bon. Le problème, c'est qu'ils oubliaient un point fondamental, c'est que, si vous voulez, c'est un véritable baril de poudre, ce type de pays. Parce que les contraintes intérieures, l'échec économique, l'impasse démographique, l'impasse agricole, le niveau de misère, l'arrivée du wahhabisme au milieu de tout ça, le chômage massif, fait que ça vous génère des terroristes à un rythme très supérieur auquel on peut espérer les tuer. Donc on ne peut absolument pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas une intervention militaire dans certains cas, mais on ne peut absolument pas compter d'abord sur une approche militaire pour régler ce type de problème. Les Américains avaient une expression invraisemblable, ils disaient we need to kill the bad boys, on veut tuer les méchants. Bon. Et puis pendant ce temps-là, les développeurs vont s'occuper de la lutte contre la pauvreté. Mais c'est ne pas comprendre, ne pas vouloir réfléchir à l'origine des problèmes qui sont à la source de ces difficultés, à savoir l'immense misère rurale, l'absence d'espoir des jeunes, le wahhabisme, les activités illicites qui se développent comme c'est pas possible, à savoir l'opium en Afghanistan, le trafic de cocaïne au Sahel, etc.
Donc, quand on est sur une approche purement sécuritaire, on va droit à l'échec. Bon. D'autant plus que pour rétablir la sécurité, il faut de toute façon bien chercher à rétablir la sécurité dans ces pays-là, mais si on s'appuie que sur des forces étrangères, on est cuit. Parce que les forces étrangères, on l'a bien vu en Afghanistan, elles sont très vite perçues comme des forces d'occupation. Parce que la distance culturelle, la distance religieuse, je dirais le souci des forces étrangères d'économiser la vie de leurs bons hommes, ce qui se comprend très bien, et donc d'appeler au secours tout de suite l'aviation et l'artillerie dès qu'il y a un problème, font qu'il y a des bavures qui sont exploitées par la propagande adverse, etc. Donc les Américains qui ont été accueillis, moi je peux le dire en 2001, parce que j'étais là-bas en janvier 2002, comme les libérateurs en France en 1944, c'était comme ça. 2 ans après, sur leur chemin, j'ai vu des Afghans qui crachaient sur le passage des patrouilles américaines à Kaboul. Donc très vite la population se retourne, et donc en fait pour restaurer la sécurité, il faut d'abord reconstruire ou consolider, ça dépend des tas de désagrégation dans lesquelles elle se trouve. En Afghanistan, il fallait reconstruire, au Mali, il faut reconstruire tout ce qu'on appelle l'appareil régalien, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, la police, l'administration territoriale, la justice, le ministère des Finances accessoirement, etc., quand c'est en mauvais état. Mais il faut refaire tout ça. Il ne faut pas se contenter d'avoir des soldats français ou des soldats américains pour faire le boulot. Parce que même s'ils gagnent toutes les batailles, parce que les moyens militaires en jeu sont tels qu'ils finissent bien par écraser les gens en face, d'abord, ils ne peuvent les écraser que quand ils sont dans des zones désertiques, où là, l'aviation, etc. Mais dans les zones peuplées, on va faire quoi? On est vraiment à armes égales, donc on ne va pas commencer à aller se faire tuer du monde pour aller traquer les djihadistes dans le fond des villages. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de solution sécuritaire fondée sur des troupes étrangères. Il faut reconstruire des armées locales, des services locaux, mais il n'y a pas d'argent pour ça. Donc la France et un certain nombre de pays européens ont apporté une aide militaire, donc la France avec des troupes directes, l'Union européenne avec des formateurs. Les Américains avaient déjà apporté du matériel par le passé, ils avaient apporté des formateurs aussi. Aujourd'hui, quel est le niveau des aides justement à ce qui est purement du développement à la fois économique et de l'appareil d'État? Alors, prenons un petit peu sur la partie régalienne, bon, c'est-à-dire la partie armée. Prenons le cas de l'armée, par exemple. Le cas de l'armée, de la gendarmerie. Bon. Alors, la France est intervenue en 2013, il n'y avait pas le choix, parce qu'il n'y avait plus d'armée malienne, il fallait bien arrêter les djihadistes avant qu'ils nous kidnappent 6000 personnes à Bamako. Bon. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, je dirais, un peu d'appui technique français, il y a même de l'appui technique en termes de renseignement, etc. La formation a été confiée à des forces européennes qui, après avoir perdu pas mal de temps, ont fait un boulot à peu près correct. Mais ce n'est pas, je dirais... Et en plus, la France et les Américains fournissent un peu de matériel, etc. Mais construire une armée, c'est comme construire une institution. Ça ne veut pas dire seulement former des gens et puis leur donner un peu de matériel. Parce que sans ça, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en Afghanistan avec la police afghane. Bon, la police afghane, c'était d'abord les Allemands qui étaient chargés de la remise en ordre de la police afghane. Pourquoi? Parce que les Allemands ont une réputation de sérieux, d'organisation, etc. Bon. Donc ils ont fait ça, ils ont fait de la formation, ils ont fait du don de matériel, des véhicules, des postes de radio, des ordinateurs, etc. Le résultat, zéro. Au bout de 3 ans, c'était la cata complète. Alors, les Américains ont recommencé, ils ont fait la même chose. Et aujourd'hui, je dirais, la police est une grande organisation mafieuse en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'une institution, on commence d'abord par changer une institution en ruine, comme c'était le cas de la police de ce genre-là, il faut commencer par changer toute la tête, toute l'équipe dirigeante. Et la remplacer par des gens qui sont choisis non pas en fonction du clientélisme, du copinage, des amis, des réseaux politiques ou autres, mais en fonction du mérite. Il faut mettre les gens capables. Et dans tous ces pays, il y a des gens capables. Bon. Donc il faut mettre une équipe de gens extrêmement capables là-dedans, avec la mission de nettoyer tout le côté mafieux et prédateur de l'institution. Et ça, ça n'a toujours pas été fait dans l'armée malienne. Donc l'armée malienne, oui, elle est mieux armée, elle est mieux entraînée. Moi j'ai vu l'entraînement, des vidéos de l'entraînement de l'armée malienne il y a 5 ans, c'était quand même rigolo, parce que les types ils tiraient, mais ils avaient peur, donc ils fermaient les yeux ou ils tournaient la tête quand ils tiraient pour pas viser. Bon, c'est quand même une assez mauvaise façon d'espérer atteindre qui que ce soit. Bon. Donc, de ce côté-là, il y a eu une formation par les forces européennes, et il y a des progrès certains. Mais la structure de l'armée malienne, je dirais, ses liens plus ou moins occultes avec les groupes d'intérêt
qui sont au Mali, avec les réseaux politico-ethniques, ça n'a pas été nettoyé. Et alors les Américains avaient essayé, mais de façon extrêmement naïve, ils avaient essayé de construire effectivement quelques bataillons recrutés uniquement sur la base de la compétence. Mais je veux dire, ils avaient recruté, ils ont constitué 2 ou 3 bataillons sur une base ethnique, Touareg, qui évidemment, lorsqu'il s'est trouvé face à ses frères Touareg, ne pouvait pas tirer sur ses frères sans provoquer des drames politico-familiaux qui se seraient développés pendant des siècles. Donc ils sont partis avec armes et bagages. Donc il y a des erreurs de ce genre-là. Il faut reconstruire une armée malienne multiethnique, qui est une armée qui devrait être une armée républicaine, une armée saine, et qui est une armée commandée par des gens qui sont des grands professionnels, comme il y en a, on peut en trouver au Mali. Comme il y en a aujourd'hui au Niger. L'une des raisons pour lesquelles c'est le Mali qui a explosé et que ce n'est pas le Niger, c'est parce que l'armée nigérienne, qui est toute petite, elle est quand même dirigée par des gens sérieux. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui de l'armée malienne. Il ne faut pas oublier que ATT était quand même un général qui avait fait, si je me souviens bien, Saint-Cyr, hein, qui était tout à fait capable, mais il n'a pas voulu toucher à l'armée malienne. Il y avait des raisons diverses, politiques et autres. Mais l'armée malienne, elle est mieux équipée, mieux entraînée, mais l'institution elle-même, elle est toujours assez vérolée. Alain Chouet, ancien directeur de la DGSE, parlait d'une logique de lutte contre le terrorisme qui passerait par l'assèchement du vivier des potentiels volontaires. On a vu donc au début de la guerre au Mali qu'un certain nombre de camps de réfugiés se sont constitués à la fois au Mali mais surtout dans les pays limitrophes. Quelle est la situation de ces camps de réfugiés et quelle est l'influence par rapport au réseau terroriste? Alors les camps de réfugiés, historiquement, hein, ça a toujours constitué une zone de recrutement je dirais, du pays d'où étaient origine ces camps de réfugiés. Donc il faut faire très très attention je dirais, quand un pays accueille et organise un camp de réfugiés, c'est veiller à ce que ne se constitue pas, je dirais, un pouvoir parallèle au sein de ces camps-là, qui permettent en fait de mobiliser des troupes qui vont déstabiliser le pays voisin, parce que ça c'est la voie pour en retour une déstabilisation par le pays voisin du pays qui accueille les réfugiés. C'est la mécanique infernale qui a déclenché l'une des guerres du Congo, dans lesquelles les réfugiés Hutus ont commencé à essayer de gêner. Donc les Rwandais sont intervenus au Kivu, et puis etc. Enfin, les choses ont dégénéré très très vite. Donc il faut faire très attention. Et la situation des camps est très, très fluide. Mais ce qui me paraît très important en ce domaine, c'est que, comme je vous le disais, on a un milieu social qui génère des terroristes ou qui génère des opposants armés, tout simplement parce que les jeunes ne trouvent pas à s'insérer économiquement et socialement et n'ont pas de boulot. Hein. Donc l'idéal pour assécher je dirais, cette fabrique de terroristes dans les pays sahéliens, c'est le même problème en Afghanistan, c'est d'arriver à créer des emplois, d'abord il faut, au plan idéologique, il faut quand même essayer de combattre le wahhabisme, et ça, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment on peut faire, tellement le wahhabisme a fait de progrès dans les pays sahéliens, et ça, peu d'observateurs se rendent compte de l'ampleur je dirais, dans les zones rurales sahéliennes, de l'ampleur des progrès du wahhabisme. Mais deuxièmement, comment trouver des emplois aux jeunes? Alors, comment trouver des emplois pour les jeunes? La première source d'emploi, c'est quand même une agriculture modernisée. Bon. Alors, une agriculture modernisée, il y a un potentiel au Sahel, contrairement à ce qu'on pense, il y a un assez gros potentiel. Le problème, c'est que ce secteur agricole, depuis très longtemps, n'a pas reçu de ressources publiques pour créer les infrastructures de base, n'a pas bénéficié de politiques publiques, de politiques sectorielles adaptées. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on considérait que c'était, je dirais, ces gens-là, les paysans, ça ne comptait pas au plan politique. Ce qui comptait, c'était les gens des villes, parce qu'ils peuvent se manifester, faire tomber un régime. On l'a vu à Ouagadougou il n'y a pas si longtemps. Bon. Ce qu'on a oublié, c'est que les gens des campagnes, effectivement, ils ne vont pas faire une grande manif à la capitale qui va faire tomber un régime. Mais maintenant que les Kalachnikovs circulent quand même assez librement, ils commencent à s'organiser, il commence à y avoir les mouvements islamistes et djihadistes qui se mettent là-dedans, il y a les trafics, il y a tout ça, et finalement, je dirais, il y a des groupes qui commencent à contrôler des espaces dans lesquels l'administration n'existe plus, le pouvoir de l'État n'existe plus,
Et c'est Boko Haram, et c'est le nord du Mali en 2011-2012. Donc voilà les risques qui se passent. Donc pour assécher le vivier, le problème c'est de créer des emplois par centaines de milliers. Et donc le premier domaine c'est l'agriculture, où comme je vous dis, en gros les budgets locaux consacrent entre 8 et 10% à l'agriculture. C'est quand même un scandale parce que l'agriculture fait vivre entre 70 et 80% de la population. Bon. Mais les aides internationales, ils mettent encore moins. Je dirais, au niveau mondial, l'aide internationale met 4 à 5% de son aide dans l'agriculture, ce qui est un scandale absolu. Bon. Quand vous prenez l'aide internationale de 2002 à 2007 à l'Afghanistan, bon, elle a représenté, il y a à peu près 5% de cette aide efficace, effective, parce qu'il y a une aide qui correspond à de la mousse et de l'habillage, mais l'aide réelle, il y a à peu près 5% qui correspondait à de l'aide au secteur agricole, ce qui correspond à un pourcentage qu'on trouve au niveau mondial. Bon. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec le Sahel et le Mali. Ben, je regarde les aides internationales ont promis en octobre dernier, je dirais 3,4 milliards d'euros pour le développement du Mali. Bon. Je regarde un peu dans la composition de tout ça, combien je trouve en pourcentage qui va au développement agricole, vous imaginez, 3,7%. Donc on recommence les mêmes conneries, parce que je ne peux pas dire d'autres mots, les mêmes conneries au Mali que celles qui nous ont plantés en termes d'aide au développement sur l'Afghanistan. Donc par exemple au Mali, on met 2 fois plus d'argent sur le transport aérien que sur l'aide à l'agriculture. Bon, ce n'est pas le transport aérien qui va créer des emplois. Bon. C'est quand même bien évident. On met, je crois, 7 milliards pour remettre en ordre la justice. C'est aberrant. S'il faut reconstruire un appareil judiciaire, il faut beaucoup plus que 7 milliards de francs CFA. Hein, je parle de francs CFA. Bon, c'est quand même négligeable pour remettre en ordre la justice qui est complètement corrompue, complètement par terre au Mali. Donc vous voyez, voilà le problème, c'est qu'il faut assécher le marigot. Mais pour assécher le marigot, il faut créer des emplois, et créons-les d'abord dans l'agriculture. Ce n'est pas le seul domaine, mais les autres domaines où on peut créer des emplois ne sont pas ceux non plus où se situent les bailleurs de fonds. Dernière question. Vous militez par votre ouvrage et vos interventions justement sur une réorientation, une refonte de la méthodologie de l'aide internationale. Est-ce que vous avez une écoute aujourd'hui? Est-ce que la communauté internationale commence à fléchir? Est-ce qu'il y a d'autres gros acteurs qui essaient d'influencer? Alors, disons que le constat que j'ai fait, peut-être l'intérêt de mes 2 derniers bouquins, c'est que j'ai mis ça par écrit. Et dans le dernier bouquin, avec une certaine violence, qui fait que ça commençait à faire des vagues, et que je sais que même au château, les gens commencent à se dire, mais après tout, bon, il faut faire attention. Ce que je vois, c'est que mon bouquin a été très lu par les militaires. Et que j'ai eu beaucoup d'entretiens avec des militaires de tout grade, y compris des capitaines ou des lieutenants, mais ceci aussi jusqu'à des généraux 4 étoiles et autres. Bon. Ce que je vois, c'est qu'ils sont très inquiets sur la situation du Sahel et qu'eux ne ricanent pas sur le titre de mon livre. Bon. Donc ils sont parfaitement conscients des enjeux, des problèmes. Et ce que j'espère, c'est quand même que progressivement, je veux dire, j'ai fait à peu près 26 ou 27 conférences depuis le lancement de mon bouquin. J'en ai encore 5 ou 6 à faire avant l'été. Il y a eu une centaine d'articles de journaux divers, etc. Petit à petit, bon, alors il y a des gens qui sont choqués en disant Mikhaïlov dérape, il est devenu afro-pessimiste, etc. Non, je suis un afro-réaliste. Je regarde les chiffres, je regarde la réalité, je vais sur le terrain, j'écoute les gens. Et je compare à ce que j'ai vu dans d'autres pays. J'ai rien d'afro. D'ailleurs, si j'étais afro-pessimiste, ça fait longtemps que j'aurais changé de métier. Bon. Mais je trouve que la situation est extrêmement grave, qu'on peut encore, elle est à un stade, ce n'est pas le cas d'Afghanistan aujourd'hui, où l'Afghanistan c'est cuit. Bon. Mais elle est encore un cas, une situation où on peut changer le cours des choses. Simplement, en reprenant une aide intelligente, en veillant à affecter des ressources minimales pour faire fonctionner les armées locales, pour reconstruire des gendarmeries locales, pour faire en sorte qu'on ait des justices qui soient honnêtes et qui puissent se faire entendre même en brousse, en amenant l'électricité. Il y a 0,2% de la population qui a accès à l'électricité dans les zones rurales du Sahel. C'est quand même invraisemblable. Bon, il y a énormément à faire au plan agricole. Bon, il faut aller chercher les experts un peu où ils sont, un peu partout.
Mais je dirais, on sait ce qu'il faut faire. Simplement, l'argent, il y a de l'argent en plus. Et ce qui me met en rage, et c'est pour ça que j'ai fait ce dernier bouquin, et que je m'agite tant, c'est que moi, j'ai vécu quand même 10 ans dans ces pays sahéliens, j'en ai gardé beaucoup d'affection pour ces pays, pour leurs habitants, pour tous ces gens-là, que je vois depuis maintenant 10 ans l'engrenage dans lequel ils sont embarqués, que je vois les milliards de dollars qui sont dépensés stupidement pour, je dirais, accroître les problèmes plutôt que les résoudre. Et j'essaie d'apporter ce que j'ai appris pendant 50 ans à m'occuper de développement dans des pays difficiles et de m'appuyer sur le cas de l'Afghanistan, qui est quand même un cas particulièrement éloquent d'échec total de l'intervention occidentale, pour qu'on ne recommence pas les mêmes bêtises dans les pays sahéliens.